Astolfi, vous êtes né en 1958 à Toulon, vos aïeux sont corses, vous habitez à Marseille, vous êtes fou de désert et de jazz et vous écrivez. Vous avez 16 ans lorsque vous entrez comme apprenti à l'Arsenal maritime et vous deviendrez charpentier taulier. Vous n'y resterez pas toute votre vie, non ? Car vous deviendrez par la suite ergonome, puis conseiller principal d'éducation dans un collège, dans un lycée, si attentif au devenir des élèves, si sensible aux façons d'enseigner que vous serez à l'origine du lycée des possibles, alternative pédagogique pour jeunes gens déscolarisés. Vous écrivez 5 romans. Dans le silence de votre chambre, l'après-midi, vous travaillez les formes pour faire émerger les fonds. 5 romans empreints de votre parcours, de vos observations, de vos héritages. Vos littératures sont des itinéraires, imbriqués, entremêlés à vos souvenirs, à vos fêlures, à vos analyses, à vos géographies. Vos personnages sont à l'image de votre grand-mère, de votre mère, des hommes de votre histoire et de celle des autres. Vos lieux ressemblent à ceux que vous avez connus, à ceux qui vous ont été décrits ou dans lesquels vous avez agi. Vos musiques charrient la mer, le bois, le métal, les luttes et les enfants. Vos couleurs sont celles du sable, des murs, de l'eau, du vent et du travail, des êtres découverts. Les événements intimes se superposent aux événements historiques. Vous raccordez en parallèle et en fusion. Vous fictionnez et vous frictionnez les réalités, rendant réels certains imaginaires pour que demeurent les traces, subsistent les récits, règne le vivant. Ainsi, vous résistez à l'oubli et à la destruction. Pour ça que vous écrivez. Rappelant sans cesse que les perdants de l'histoire sont ceux qu'on efface de la mémoire. Voix officielles et voix subjectives, voix publiques et voix de rue, voix protégées ou de première ligne, voix d'acteurs et voix de témoins sont celles de vos livres. Les tambours de pierre, une peine capitale, cette fois je ne t'attendrai pas, de notre monde emporté et l'œil de la perdrix, racontent des histoires de corps social, de corps politiques, de corps désirants, de corps qui se délitent et dans lesquels vous vous glissez, dans lesquels vous inventez les existences et les sensations, et qu'advienne la rencontre. Celle qui construit, qui forme et fait grandir. Sans rencontre, pas d'histoire, et sans histoire, pas de rencontre. Christian Astolfi, vous êtes un attaquant, un consciencieux, un qui prend son temps, un pugnace, un rêveur qui se bat chaque jour davantage pour les mots lus et les mots dits, les mots dessinés, les mots tendus, l'affranchissement pour but, la liberté en point de mire, n'être ni oppressé ni oppresseur. Chercher la beauté, l'amour, la mise en lumière, le chemin des trouvailles, le sentier des possibles, voilà ce à quoi nous convient vos ouvrages, voilà ce pourquoi vous êtes invités ce soir. Magnifique, magnifique. Franchement, je suis épaté par ce que je viens d'entendre, ce portrait. Je ne sais pas s'il est juste, mais il me remplit en tout cas. Voilà. Il vient de vous et uniquement de vous. Oui, et alors, sans info de ma part, en plus, c'est remarquable. Vous avez picoré à droite, à gauche, je ne sais pas où. Et oui, il y a beaucoup de ça. Et le regard que vous portez sur ce qui me porte à écrire, je le trouve très juste. Après, mon histoire personnelle, il y a d'autres choses qui se sont passées. Mais ce regard que vous portez sur ce chemin d'écriture que j'ai engagé alors, assez tard, hein, puisque j'ai commencé à écrire que vers 35 ans. Et ce regard que vous portez et que moi je commence à comprendre personnellement ce sur quoi j'écris, ce pourquoi j'écris, voilà. Et en fait vous avez touché du doigt ce que je commence à comprendre. Alors ça m'intéresse. Alors le cheminement, justement on parle de chemin. Il y a quelque chose chez vous qui est en chemin, en marche, il y a quelque chose de la marche. Et du temps qui passe. Et quand on marche, certains le savent ici en Ariège, on a une façon de penser, de réfléchir, d'imaginer, d'inventer, qui n'est pas du tout la même que lorsqu'on est dans sa voiture, dans un embouteillage ou en train de courir du matin au soir. Est-ce que ça vous parle, cette histoire de marche ? Mais bien sûr. Je suis imprégné de Antonio Machado.
que vous connaissez. Hein. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se construit en marchant. Et donc, ça, c'est une vérité pour moi, parce que vous avez rappelé mon parcours professionnel. Oui, à 16 ans, je quitte l'école parce que je reproduis ce qu'était ma famille. Toute ma famille a travaillé à l'Arsenal de Toulon. Mon père, ma mère, mes oncles, ma tante, mon grand-père paternel. Et l'école, j'aimais pas, donc je la quitte. Au revoir. Et à ce moment-là, je me retrouve projeté dans le monde du travail à 16 ans, puisque je suis apprenti, puis à 18. Et là, je comprends qu'il faut que je trace un chemin par moi-même. Qu'à la limite, parce que j'ai tellement entendu ce que j'aurais dû faire, des conseils, tout ça. Et finalement, je me suis dit, maintenant tu vas prendre un chemin, tu vas te tromper tout seul. Et les erreurs vont te faire grandir. Voilà. Et j'ai compris ça assez tôt. Et c'est pour ça que je suis passé de lieu professionnel en lieu professionnel. Ce qui n'est pas dans ma bio, c'est que j'ai fait aussi du journalisme. J'ai été pigiste. Je suis de la génération des radios libres. J'ai monté avec des copains une radio libre. Enfin bon, tous ces trucs vous nourrissent. Et donc, oui, c'est un chemin. Et aujourd'hui, je suis encore dans un chemin. Et je pense que je serai un chemin jusqu'au bout. Voilà. En fait, qu'importe le but, hein, c'est vraiment le chemin qui compte. C'est ce qu'on fait pas à pas. Et quand j'écris, c'est la même chose. Je pars sur une idée, c'est même pas une idée, sur une intention, quelque chose qui me tient. Je comprends petit à petit que ça me tient complètement, le corps et l'esprit, et j'avance comme ça, comme dans une forêt vierge, où, avec un coupe-coupe, où je fais la trace. Pas autrement. J'ai pas de plan. Et c'est un peu l'histoire de chaque livre de Christian Estolfi, et y compris de L'œil de la perdrix, qui encore une fois est une histoire d'itinéraire, comme je le rappelais au départ, de chemin, de double chemin, le chemin de Farida, le chemin de Rose, et on suit ces femmes du début à la fin du livre, et avec elles on marche, et c'est le cas de le dire, on marche, et même parfois on se heurte, on se casse la figure, on se prend le mur, on prend une main tendue. C'est vraiment l'histoire de ce livre, L'œil de la perdrix. C'est ce chemin et cette histoire et cette rencontre entre ces deux femmes, et j'avais envie d'ouvrir la discussion autour de ce chemin de ces deux femmes avec quelques lignes d'une poétesse, philosophe, penseuse extraordinaire qui s'appelle Annie Lebrun, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Parce que ces deux femmes, donc Farida et Rose, vont se rencontrer parce qu'un événement surgit, un accident, comme on appelle. Et les accidents, ce sont des choses qu'on n'anticipe absolument pas, et qui font parfois, qui changent complètement votre vie. Et Annie Lebrun écrit « Les voyages commencent avec les accidents. Les accidents naissent d'une rencontre rapide. Les rencontres rapides dépendent de la vitesse acquise des corps en mouvement. Le mouvement des corps obéit à la succession de leurs empreintes variables. Les empreintes sont la mémoire des désirs. La mémoire des désirs suit l'axe des perversions majeures, comme les petits ruisseaux ne font pas toujours les grandes rivières. Les perversions majeures sont à l'origine de tous les accidents. Les accidents sont le risque à courir du moindre voyage. Les voyages commencent avec les accidents. Je trouve que ce texte aurait pu être en exergue de votre livre, L'œil de la perdrix. C'est assez juste ce que dit Annie Lebrun. Oui, les accidents heureux aussi. Oui, voilà. Dans le cas de Rose, Rose, en fait, c'est un personnage écrasé au départ, par sa naissance, par le fait qu'elle est analphabète. Et donc, en général, on n'en sort pas de ça.
c'est extrêmement difficile dans la vraie vie de s'extraire de ce déterminisme social. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu, c'est un peu mettre en place une utopie pour un personnage comme ça. Bon, elle ne vient pas de nulle part, on pourra en reparler. Et lui donner la possibilité, à travers des rencontres et donc une série d'accidents, de sortir de cette condition sociale. Ça me hante, le problème de ce déterminisme d'emblée, comme ça, qui est posé pour certains hommes, certaines femmes. Ça me hante parce que j'ai vu des gens autour de moi comme ça, et peut-être j'ai été un peu de cela, et que j'ai voulu faire bouger les lignes. Donc j'écris pour cela, comme vous l'avez dit, pour ne pas oublier ce qu'ils ont été, mais aussi pour dire que c'est possible de sortir de cette condition. Et donc Rose, je la fictionne pour qu'elle sorte de cette condition. Et tout ce que vous racontez vient aussi en surimpression à votre parcours justement d'utopiste. Mais certaines utopies se sont réellement transformées en réalité, comme le lycée des possibles. Je fais oui. Cet écart sur le lycée des possibles, parce que c'est très à l'image aussi de ce que vous êtes en train de raconter. Oui, le lycée des possibles, c'est ce qui m'a réhabilité avec l'école. Parce qu'en fait, l'école, je la quitte, et puis je viens y travailler longtemps après. Je ne choisis pas d'être enseignant. J'avais des velléités d'être professeur de lettres, parce qu'en fait, je suis passé par l'ergonomie. L'ergonomie, c'est l'analyse du travail humain. Pourquoi je passe par l'ergonomie ? Parce que, en fait, je m'intéresse énormément au monde du travail, à l'organisation du travail, à la gestuelle. Et donc, à la fin des années 80, je reprends des études, très brèves, et je fais un saut qualitatif. Je ne vais pas le raconter, ça, parce que c'est presque une usurpation, ce que j'ai fait, puisque je suis passé de bac-2 à bac+5, sans passer le bac. Mais c'était encore possible, voilà, par un chemin détourné, à René Descartes, à Paris 5. Et puis, je me suis retrouvé dans un milieu, après je vais revenir au lycée des possibles, je me suis retrouvé dans un milieu qui ne m'a pas correspondu du tout, parce que d'un coup, je suis passé d'un col bleu à un col blanc, j'avais un costard-cravate, et j'étais consultant d'entreprise. Et ça, j'ai détesté, mais profondément détesté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors, j'ai fait ça 3-4 ans, j'aimais l'ergonomie parce que j'avais une vision utopiste. Je pensais que j'allais effectivement adapter le travail à l'homme. Mais en fait, on me demandait l'inverse. Et ça, j'ai refusé de le faire. Et donc, j'ai basculé dans le monde éducatif où, effectivement, je suis devenu conseiller principal d'éducation. Mais c'est là que je suis parti à Marseille. J'étais à Toulon, j'habitais à Toulon, puis je suis né à Toulon. Je suis parti à Marseille parce que je savais que dans les quartiers nord de Marseille, j'allais avoir, le PEPS. Ils allaient me donner ce que j'attendais, les jeunes. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Et donc, fort de ces années, quand je suis revenu à Toulon, d'abord, j'avais acquis une expérience avec les jeunes en situation difficile, et puis aussi avec les enseignants. Comment travailler avec eux ? C'est compliqué, hein ? Attention, c'est très compliqué de travailler avec les enseignants quand on n'est pas enseignant. Et mon idée, c'était une idée tout simple, collective. On va créer un collectif pour aider ces jeunes. Et on a créé le lycée des possibles, qui existe toujours. Voilà. Ensemble. Et Rose a en elle ce rapport à ces possibles. Elle va y arriver. Elle ne sait pas écrire, elle va apprendre et elle va y arriver. Et on assiste tout à coup à cette joie, à cette merveille pour un adulte, tout à coup, qui passe de celui qui ne sait pas
déchiffrer le moindre signe à celui qui arrive à celle qui arrive à lire le journal. Et c'est vraiment extrêmement émouvant, ce passage, notamment dans ce livre. Il faut s'imaginer quelqu'un de plus de 50 ans qui, d'un coup, découvre le potentiel qu'offre la lecture, l'écriture. Autant quand on est gamin, tout petit, et qu'on apprend, l'apprentissage, ça se fait un peu naturellement, et puis on ne conscientise pas tout ça. Mais là, vous avez quelqu'un qui est replié, qui est dans le gris, elle s'habille d'ailleurs de gris, et qui d'un coup va s'ouvrir au monde. Et elle est dans le monde. Et donc, c'est quand même un des moteurs pour sortir de la domination, ça. La connaissance, l'écriture, la lecture, c'est pas suffisant, a priori, puisqu'il y en a qui le transforment pour devenir des dominateurs. Et c'est ça qui me pose problème, bon, pour en parler. Mais c'est quand même un des moteurs de la sortie de la domination. Et aujourd'hui, on a bien ça, un rapport de pouvoir entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont, ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, ceux qui peuvent et ceux qui peuvent moins. Enfin, bon, on a ce rapport constant dans la société, et de plus en plus. Et vous amenez une nuance que je trouve très, très juste quand vous dites que, en fait, vous n'êtes pas sur ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais il parle de ceux qui ne savent pas encore. Et c'est pas du tout pareil. C'est ça. Moi, je pense qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui sait ce que l'élève ne sait pas encore. Si par hasard, il se positionne, pas par hasard, s'il se positionne comme sachant et l'autre ne sait pas, pour moi, il fait fausse route. Et nous, au lycée des possibles, on faisait une réunion collective par semaine, entre nous, et une réunion collective avec les jeunes. Parce que moi, je les appelais les jeunes, c'est-à-dire la personne, pas que l'élève. Et l'idée, c'était justement de leur montrer qu'ils allaient savoir quelque chose à un moment donné, ils allaient acquérir un savoir-faire, ils allaient acquérir même un savoir-être petit à petit, par simplement la transmission. Mais nous, on savait avant eux, de par l'expérience, le vécu, et bien sûr l'acquisition de savoir formel. Et ça, c'est important, oui. Et c'est aussi l'histoire de Rose. Et c'est aussi l'histoire de Rose. On va écouter quelqu'un qui parle aussi du langage, et ça me fait penser à ce que vous dites sur le petit enfant, qui s'appelle Pascal Quignard. Oui, Il y a des écrivains qui adorent le langage, les puristes, qui en font vraiment un dieu, qui sacralisent les mots qu'ils emploient, qui se rebellent dès que quelqu'un parle mal, ou qui reprennent les fautes d'autrui, qui corrigent. Et puis, il y en a, comme moi, qui n'aiment pas le langage, qui ont été un peu infectés par lui peut-être. Apprendre la langue, souvenez-vous, on s'en souvient rarement, c'est très difficile pour le petit enfant. Pendant, bien sûr, dans le ventre de sa mère, pendant 9 mois, bien sûr, l'aphonie est totale, on ne parle pas. Mais ensuite, pendant 18 mois au moins, le langage n'accède pas. Il est éprouvé par imitation auprès des lèvres de la mère ou des très proches. Si ces très proches sont un tout petit peu sévères, austères ou malveillants, le langage devient une puissance malveillante. Et ça a été un peu mon cas. Donc, je suis quelqu'un qui me débarrasse peut-être du langage en le mettant en écrivant au silence. Et là, je le domine un peu. En écrivant, je peux relire, retravailler sans cesse le texte que j'écris. Soit, et là, c'est la passion de ma vie, je m'abandonne à la musique ou à des expériences d'abandon qui sont silencieuses. Et en lisant, je me tais aussi. Et en lisant, je me nourris en effet aussi, mais je m'évade aussi. On s'évade, chacun de nous s'évade de sa vie, de son propre langage en lisant des langues anciennes, en lisant des civilisations qui sont des millénaires plus haut, et on se retrouve avec Ulysse, on se retrouve avec Gilgamesh, on se retrouve avec Énée, et on est heureux. Magnifique, ouais. Oui, non, mais je partage. En plus, je suis un lecteur de Quignard. Je ne comprends pas toujours tout avec Quignard. Hein. C'est quand même un auteur complexe, hein. Mais quand même, je reste
en extase parfois. Je me souviens quand j'avais lu pour la première fois Terrasse à Rome, ça m'avait transporté. Je me suis dit, c'est ça, écrire. Hein. Bon, c'est plein d'autres choses, écrire. Hein. Ben, oui, je partage si on imprime une doctrine en limitant la construction, l'expression du langage aussi bien écrit qu'oral, je pense qu'on fait des gens sans doute lettrés, mais qui reproduisent, mais qui ne sont pas nécessairement dans la vie. Moi, j'ai plus appris effectivement de gens qui étaient plus taiseux, qui m'ont montré des choses, qui m'ont désigné des attitudes. Et puis ensuite, je me suis enrichi en lisant, parce que quand on écrit, c'est indispensable de lire, et même quand on n'écrit pas. Et donc, je me suis enrichi comme ça, tout simplement. Oui. Alors, on va entendre un peu cette langue de Christian Astolfi. Pour rebondir à ce que vous êtes en train de dire, à un moment donné, Rose évoque que désormais la langue peut me laisser définitivement en marge du monde. C'est des petites choses que j'ai relevées et qui vont dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. Et puis je ne sais plus où est-ce qu'à un moment donné, la personne le professeur qui l'aide à lire dit Pierre, oui. Voilà, avec cette méthode, on n'apprend que la soumission. Ce n'est pas un professeur, mais voilà, c'est Pierre, c'est une façon de... celui qui... Et qui rappelle aussi la méthode de Paolo Freire. Oui. Nous donner la parole que personne ne nous avait encore accordée, puis en faire le matériau d'écriture et de lecture. Il appelait ça le vécu. Voilà, bon, c'est pour alimenter ce que vous étiez en train de... Tiens, d'ailleurs, avant de lire un petit extrait, je vais vous faire entendre la voix de Paolo Freire, justement, qui est souvent cité dans votre livre, avec les autres grands noms... de l'éducation nouvelle. De l'éducation, exactement. C'est à partir de son discours, et non de mon discours, qu'ils doivent apprendre. Il part de sa situation, de sa culture, de son intelligence du monde, et non de la mienne. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture du mot nous renvoie toujours à la relecture du monde. Chaque fois que j'apprends à lire ou à écrire un mot, je fais nécessairement l'exercice de relire le monde. Et la relecture du monde peut signifier une meilleure lecture du monde ou de la réalité. Alors on va découvrir qui était Rose, en tout cas une partie de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été. Notre fille est arrivée moins de 2 années après la révélation de vieille fille. J'ai accouché dans des cris de douleur et de joie mêlés que nul autour de moi ne pouvait distinguer. L'accès de rire qui me prit alors, quand je vis cet être de chair et d'os posé sur mon ventre, fut interprété par les femmes du village comme celui d'une folle ou d'une possédée, pour les plus pieuses d'entre elles. Moi seule savais le sens de cette manifestation démesurée. Moi seule connaissais l'état émotionnel dans lequel je venais de donner naissance à Nonsiade. Je n'y croyais plus. Je pensais que Paul Dominique ne pouvait me faire que des garçons, que c'était une malédiction jetée par les langues de vipères du village. Après la mort prématurée de Bernard, quelque chose s'était refermé en moi, le chemin interrompu, comme une envie épuisée, une source tarie. J'étais partagée entre le désir d'une nouvelle grossesse et la crainte de rejeter encore un corps sans vie, celui du seul être que je rêvais d'avoir et dont le prénom était déjà gravé dans ma tête. Quand je suis tombée enceinte, j'ai entretenu ce rêve. Chaque jour, je le caressais, m'endormais et me réveillais avec lui, pensais à lui, ma main sur l'arrondi de mon ventre. 1000 fois, j'ai imaginé la forme qu'il prendrait, le visage qui serait le sien, les yeux qu'il aurait. Et quand j'ai senti la première contraction, l'urgence que le corps dicte dans ces cas-là, vu ce liquide que je connaissais bien couler sur mes cuisses, je suis tombée à genoux et j'ai prié. J'étais seule à la maison ce jour de printemps. Les enfants à l'école du village, Paul Dominique avec les bêtes. Je n'avais rien changé à mes tâches habituelles.
Tout juste depuis quelques semaines, avais-je réglé mon pas sur l'évolution de mon état. J'ai appelé Madame Zerlini, notre voisine. Je lui ai crié que je perdais les os. Elle a accouru avec une cuvette et du linge propre. J'ai soulevé ma robe, déchiré la culotte qui me serrait le ventre. Elle est passée dans mon dos, ses bras autour de ma poitrine pour me soutenir. Je me suis accroupie, les jambes écartées. J'ai réglé la cadence de ma respiration, essoufflée, bouche grande ouverte, soutenant à chaque fois le même effort continu, la sueur au front, répétant les poussées jusqu'à ce qu'elle apparaisse enfin à la sortie de mon sexe dilaté. Ses membres délicats, sa peau intacte, son visage sans souffrance, ses paupières encore fermées, son sexe finement fendu, tout était comme je l'avais rêvé. J'ai eu l'impression que je me mettais au monde pour la première fois, que mes accouchements précédents n'étaient que des colis déposés dans l'univers clos des hommes, poste restante. Voilà un chapitre. C'est vous qui l'avez écrit. Oui, je confirme, c'est moi. Ouais. C'est moi. Donc, c'est cette voix de femme écrite par un homme, c'est quand même à souligner. Non, c'est assez juste. Ça fonctionne ? Ça fonctionne pas mal. Bon, d'accord. Non, mais... Et on a cette rose... Des femmes ont relu ça, oui, ce passage. Je sais Ouais, que vous vous êtes renseigné quand même. Des femmes ont relu. Alors, le verdict, oui, non, j'étais c'est là, ça. tremblant. C'est ça. Non, et puis il y a une économie en même temps de la langue, c'est très, très épuré. Ça, c'est la manière dont j'écris. Et ça fonctionne très bien. J'écris plutôt à l'économie. Et on a Rose en Corse qui accouche pour la troisième ou quatrième fois. Oui, quatrième fois, la dernière fois. Ouais. Et on a tout déjà. On a la difficulté de la vie, mais aussi la géographie, ce petit village, et puis sa solitude, et puis les façons de faire à l'époque qui fonctionnaient finalement aussi, parfois, assez bien, heureusement. Et tout ce que cette femme a projeté, comme toutes les femmes projettent lorsqu'elles sont enceintes. Oui. Et puis ce rapport avec l'univers des hommes, parce que vous clôturez le chapitre là-dessus. Cet espace clos des hommes, on part de cet espace clos du ventre avec une arrivée dans le monde et vous finissez le chapitre par l'espace clos des hommes. Enfin, dans ce chapitre-là, beaucoup de choses, je trouve, sont inscrites et racontent et le livre et votre écriture. Oui, et puis là, en l'occurrence, quand je suis arrivé à ce stade et que je voulais mettre en scène l'arrivée de Nonsiada, parce que c'est pas une arrivée... Alors, les garçons qu'a eu Rose, c'est pas une arrivée banale, parce que de toute façon, un accouchement n'a rien de banal, c'est très particulier. Mais Rose était fantasmée, plus qu'attendue encore. Nonsiada était fantasmée, plus qu'attendue par Rose. Et en fait, c'est la première rencontre pour Rose. Véritable rencontre, c'est Nonsiada. Ça va être des femmes. Vous avez dit dans la présentation que, en fait, le motif, ou comme on dit en littérature, mais le thème du corps traversait à peu près tout ce que j'ai fait. Et oui, c'est le thème principal. Je m'aperçois que j'y reviens toujours, de différentes façons. Le corps qui accouche, le corps meurtri, le corps en souffrance, le corps... Peut-être j'ai encore pas abordé le corps qui aime, qui se passionne. Je ne sais pas si je l'aborderai un jour, mais peut-être j'ai pas encore abordé ce corps-là. Et donc là, Nonsiada arrive, c'est extrêmement important pour elle, dans son chemin dont on a parlé, dans sa construction. Et comme je disais, c'est la première vraie rencontre. Et à partir d'elle, je pense que sans cette rencontre-là, elle aurait peut-être pas pu rencontrer Farida ensuite. Parce que, justement... Ça la prédispose aux autres rencontres. On parlait de chemin, mais on l'a dit, pas à pas. Et là, ce premier pas lui donne la capacité d'exister autrement qu'en
en soumission des hommes, même si elle a autour d'elle pas des hommes qui lui font du mal physiquement, mais c'est un système. Et le système, de toute façon, la cantonne à ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été depuis sa naissance. Et en sortir avec ce petit être que j'ai voulu différent, impétueuse, provocatrice, voilà, qui est, bon, après on ne dévoile pas pour ce qu'elle va devenir pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais ce petit être est intéressant. Nonciade est intéressante. Peut-être que j'en ferai quelque chose d'autre plus tard. Et ce corps de Rose qui va, comme je disais tout à l'heure, être à un moment donné accidenté, c'est-à-dire elle va chuter, elle va faire une entorse. Et de cette entorse va naître une rencontre, puisque Farida est là et lui tend la main. Oui, va naître une rencontre. C'est un peu le fameux livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. C'est-à-dire il y a une nécessité en Rose, et puis il y a le hasard de l'accident. Et ça se passe. Et il se trouve que quelqu'un est là, qui est Farida, qui lui tend la main. Elle est désarçonnée, pour reprendre la référence à Quignard. Elle est à la fois désarçonnée en chutant, et elle est désarçonnée par la personne qui la relève. Voilà. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qu'elle ressent. Je pense que le contraire n'aurait pas pu fonctionner. C'est-à-dire Rose relevant Farida. Elle n'était pas prête à aider quelqu'un. Mais Farida, elle vient du sud, de l'Algérie, de Gardaïa. Je ne sais pas si vous connaissez Gardaïa. C'est 600 km au sud d'Alger. C'est une ville que je connais parce que moi, je m'y suis rendu avant la guerre civile. En 1986, j'ai traversé le désert jusqu'en bas, jusqu'à Tamanrasset. Et puis, je suis remonté. Et Gardaïa, moi, la première fois que je vois Gardaïa, je suis saisi. J'y passe 3 jours. J'étais avec un ami, on a été dépanné au niveau de Gardaïa dans le sable parce qu'on s'était enlisé par quelqu'un qui nous a sortis avec un treuil là, parce qu'on était enlisé. Et au moment où je lui ai demandé ce que je pourrais lui offrir en échange, il n'a pas dit un mot, il m'a fait juste un signe comme ça, et il est parti. Et en fait, je me suis souvenu de ça, me disant, je vais faire venir quelqu'un de Gardaïa, mais en l'occurrence, ça sera une femme. Et comme j'ai mis en contexte Toulon, peut-être on va travailler dans un bidonville, et je vais lui faire rencontrer Rose. Et c'est elle qui va être ensuite la deuxième rencontre fondamentale et qui va la tirer de sa condition sociale. Je l'ai vu comme ça. Et là, on a un corps qui aime. Alors, c'est pas le corps passionné, mais c'est quand même un corps qui aime. Il y a un tout petit passage que je vais vous lire qui est vraiment... Enfin, entre l'amitié et l'amour, peut-être qu'il y a l'amour dans l'amitié et pas l'inverse. L'amitié, c'est encore au-delà. Elle contient l'amour. Nos rencontres allaient se répéter ainsi pendant quelque temps, sans rendez-vous précis, sans aucune promesse, au gré des situations, devant les étalages ou dans les boutiques des commerçants où nous avions l'habitude de nous rendre, chez le marchand de tissus de la rue Alzar où je faisais toujours un tour, chez le vendeur d'épices de la rue des Rios qu'elle fréquentait, ou celui de Chichifrégie ou de Cade où elle avait remarqué que je m'arrêtais par gourmandise. Aucune de nous deux n'était dupe. Il n'y avait plus de hasard, d'accident ni de surprise. Nous étions chacune à notre façon à la recherche de l'autre, prêtes à créer les circonstances favorables qui nous mettraient à un moment ou à un autre en présence, sans pour autant le montrer, simplement en espérant. Oui, c'est avant tout une rencontre émotionnelle. Voilà. C'est pas une rencontre d'idées... c'est une rencontre émotionnelle où le corps parle beaucoup. Exactement. On est ensemble, on partage des choses ensemble, on va aller faire des courses ensemble, on va préparer ensuite la cuisine ensemble, on va aller chez le fripier, on va s'habiller ensemble. Et pour eux, c'est une révélation. Elle voit qu'elle a un corps, qu'elle peut l'habiller, elle a un corps qu'elle peut maquiller, elle a
elle a des choses à transmettre, ne serait-ce que comment on cuisine tel plat, et pareillement pour Farida. Et il n'y a pas besoin de plus. On parle un peu de nos enfants, il y a nos maris respectifs, mais bon, ils sont là, plus dans l'ombre. Et le chemin, il se fait comme ça. Et ça, c'est... oui, c'est déjà de la solidarité installée. C'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour. Comme dans une relation amoureuse, la moindre petite chose, quand on aime être avec quelqu'un, on peut se taire, et la moindre petite chose, comme aller faire une course ou aller au marché, c'est merveilleux. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui se passe entre elles. Et donc, elles ont un rendez-vous régulier, et Rose vit dans l'attente de ce rendez-vous. Parce que c'est ce rendez-vous qui bonifie sa vie, qui la fait sortir de sa situation, à tel point que quand elle rentrera dans le bidonville, elle va s'apercevoir des conditions dans lesquelles vivent Farida et les autres femmes du bidonville et les hommes en général. Elle conscientise tout ça, mais elle le conscientisera encore plus lorsqu'elle va ensuite apprendre à lire et à écrire et s'engager. Ouais. C'est ça. Il y a d'abord ce corps accidenté, puis ce corps en attente qui amène à un corps qui désire, au sens fort du terme, et qui nous fait nous dépasser, nous émanciper et nous épanouir. Ouais. Alors pour approcher un tout petit peu l'univers de Christian Astolfi, j'ai préparé comme souvent un petit diaporama avec des tas de petites choses, des indices. Oui, ce sera mieux, Christian, si vous vous mettez juste en face pour regarder ça. On va baisser un tout petit peu les lumières et vous allez voir 3 minutes de plongée dans un peu dans son ventre, dans sa tête, je ne sais où, en tout cas un peu chez lui.
suis ému. Franchement, c'est... Je le veux, il n'ira pas dans les spams. Il n'y sera pas. Non, ouais. Ça me scotche. Je sais pas. Je sais pas quoi dire de... Il y a tant de choses. Et encore, j'en ai oublié puisque j'ai pas eu vos réponses. Je sais pas où vous avez récupéré tout ça. Ah bah, Ouais, c'est un long... Ouais. Je vois, j'ai même vu deux photos du lycée des possibles et oui. il y en a une où on est tous avec un t-shirt blanc et c'est sur l'île de Sainte-Marguerite, en face Cannes. On avait emmené tous les élèves, en fait tous les jeunes, préparer le bac pendant une semaine. Et le soir, on faisait des parties de foot, de boules, endiablées, comme on sait le faire dans le sud. Voilà. C'est fou, mais il y a tant de choses. Il faut que je le voie 10 fois puis je vais le montrer. Après, j'ai pas trouvé. Alors, toutes les images du bidonville sont pas celles du Mourillon, parce que donc c'est vraiment un décor central dans le livre. On n'en trouve pas. Enfin, j'en ai pas trouvé. Non, on n'en trouve pas. Alors, pour tout vous dire, ce bidonville, moi, je l'ai connu, puisque ma grand-mère maternelle, qui m'a inspiré en rose, habitait le quartier de la Rôde, près du port de Toulon. Et donc, moi, j'habitais tout près aussi, avec mes parents. Je suis fils unique, et mes parents me disaient, quand je passais non loin du bidonville, attention, là, méfie-toi, on ne sait pas trop qui est là. On me parlait de gitans. Dans le sud, on appelait ça des caracos. Donc, et on me disait de me méfier. Il y avait déjà depuis longtemps, ce racisme ordinaire qui était... Et en fait, quand j'ai décidé de mettre en situation le bidonville, ça a été dans une circonstance un peu particulière. Je suis allé, quand j'écrivais, enfin j'avais fini De Notre Monde Emporté, le précédent, et je me suis rendu, comme je me rends parfois, je suis un peu amateur de photographie, même si je ne fais pas de la photo, et je me suis rendu aux rencontres de la photographie d'Arles, et là j'ai vu un photoreportage sur les bidonvilles dans le monde. Et en fait, le souvenir s'est réactivé. Et je me suis dit, bon, j'avais commencé un peu à écrire, ça va se passer à Toulon, ça va se passer dans le quartier de la Rôde, ça va se passer dans un bidonville. Voilà. Et donc, les recherches que j'ai faites, comme vous, j'ai rien trouvé aux archives départementales, ni aux archives municipales, comme s'ils avaient passé ça aux oubliettes. Et un peu de presse, j'ai trouvé, mais j'ai dit c'est pas grave, je vais imaginer. Et puis ensuite, ce qu'on trouve, c'est essentiellement le bidonville de la Folie à Nanterre. Et c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Et ça, en plus, on en parle dans votre livre. Voilà, en plus, on en parle dans un truc, puisque là, c'est de là qu'est parti le 17 octobre 61. Voilà. Bon. Voilà pour le bidonville. Alors bon, on continue un peu quand même dans le bidonville. Vous parlez du bidonville de Nanterre. Il y a un lien direct avec le fils de Farida. Le frère, pardon. Oui, sans rentrer dans tous les détails. En tout cas, l'Algérie, comme vous avez pu un peu le pressentir, et c'est central dans ce livre. L'histoire de l'Algérie, et qui est une histoire française. C'est vraiment une histoire française. On se disait il y a pas tout à l'heure avec Christine Bellouer que c'est dans ces passages du livre, on ne fait pas exprès, mais très régulièrement, les auteurs accordent une voix à l'histoire de l'Algérie. Et je me suis dit ça tout à l'heure, c'est une histoire française qui est toujours pas évidente à digérer. Je ne sais pas comment les jeunes générations entendent ça ou arrivent même à le saisir, mais c'est central. Et donc on se retrouve à nouveau avec, on a vu la photo, ici on voit les Algériens avec cette horrible histoire française en 62, mais vous avez vu aussi des images de l'indépendance en 62. Et
Et tout ça est mélangé avec cette rencontre amoureuse si forte entre ces deux femmes. Et on a ces deux cultures, la France et l'Algérie, qui se côtoient symboliquement. Le fait qu'elles soient, voilà, il y en a une d'un côté, une de l'autre, une dans le bidonville, l'autre pas vraiment non plus dans un espace si fortuné, on peut pas le dire. Non. Mais il y a ces espèces de parallèles, de vis-à-vis, et on est toujours en vis-à-vis avec cette histoire, on est toujours en face à face. Elles font le lien, elles font la réparation toutes les deux. Oui, c'est ça. On est dans un face-à-face, mais on le vit aujourd'hui constamment. Ceux qui sont en face-à-face, c'est ceux qui ont un peu plus par rapport à ceux qui ont un peu moins et qui n'ont pas envie que ceux qui ont un peu moins aient un peu plus. Ceux qui sont ultra riches ne sont pas en face-à-face avec ceux qui n'ont rien. Ils les rencontrent jamais, ils les côtoient pas, ils savent même pas. Mais les gens qui habitent à la lisière, par exemple des cités, comme je suis à Marseille, où ils ont un regard où ils comprennent qu'en fait ils sont dans le même bateau et que le bateau peut tanguer d'un côté ou de l'autre à tout moment, où ils pensent que les choses peuvent leur être retirées parce que celui d'en face peut avoir une partie de cette chose. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a tout un climat qui nourrit ça et qui nous amène peut-être à la catastrophe. Donc je referme la parenthèse. Et donc là, en l'occurrence, je pense que Rose est dans ce cadre-là quand elle s'installe. Il y a les bidonvilles, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a le bidonville, comme moi, on me disait fais attention, elle est dans cette logique-là, et elle s'en veut quand elle s'en aperçoit, quand elle le conscientise. Mais moi, j'ai voulu que la rencontre soit possible. Donc, je suis parti de sa situation recroquevillée, dans laquelle est Rose, de sa nécessité de s'ouvrir pour que quelqu'un puisse faire rentrer un coin, et alors pas quelqu'un d'intellectuellement riche, mais juste quelqu'un d'humainement riche. Et en fait, je crois à ça. Voilà. Et tous ceux qui créent des liens entre ces gens-là, pour moi, ce sont, entre guillemets, les vrais héros de la vie. Tous ceux qui créent des liens, tous ceux qui sont des passeurs, tous ceux qui font que le monde peut être encore possible. Tout cela. Voilà. On les connaît, hein, les soignants, les enseignants, les éducateurs, on les connaît, tout cela. Bon. Et d'autres. Et donc, c'est quelque part, Farida, c'est une passeuse. Voilà. Et ensuite, bien entendu, intellectuellement, il y a quelqu'un qui va prendre la suite. Pierre, Jean, et ainsi de suite. Voilà. Je l'ai voulu comme ça, en fait. C'est un peu un hommage aux vies minuscules de Pierre Michon. Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord. Pierre Michon, bon, déjà, littérairement parlant, c'est un style incroyable, mais effectivement, c'est un hommage aux vies minuscules de Pierre Michon, mais le précédent aussi, de Notre Monde Emporté. Oui. L'œuvre en général, oui. Ouais. On peut entendre un petit passage dans votre je lis bouche. Beaucoup moins bien que vous. Hein. Non, de là jusque-là. D'accord. Merci. Le 19 mars 1962 à midi, avec les accords d'Évian, les balles arrêtèrent de siffler dans les casbahs et au-dessus des douars. Demeura la violence, celle des gagnants et celle des perdants, celle des frustrés et du jusqu'au-boutiste, celle des représailles et des règlements de compte, celle du silence coupable, de la lame sourde des armes blanches et du mordant des lacets de strangulation, des terres que l'on brûle aux êtres que l'on humilie. D'elle, Pierre m'avait dit qu'elle était la pire de toutes, l'âme grise des lâches. L'écoutant, j'avais revu l'image de ces 3 femmes à la Libération, assises sur des chaises de paille au carré du port. 2 hommes en bras de chemise, les tondant grossièrement.
leur expression de détresse devant la foule, leur lançant colibés et invectives. Puis le crâne mis à nu, leur premier pas forcé sur le quai, comme un condamné traîné à la potence. La réaction qui avait été la mienne, nageant comme je le pouvais pour m'extraire des corps qui m'entouraient et m'oppressaient, accélérant le pas pour rentrer chez nous, regard baissé pour n'en croiser aucun. J'avais confié à Pierre cet épisode. Lui avait avoué ma honte de n'avoir fait ce jour-là que détourner les yeux. « Qu'aurais-tu voulu faire » m'avait-il demandé. Je ne sais pas. Dénoncer, m'opposer, montrer ma réprobation. Il avait jeté sur moi un regard indulgent. « Tu crois vraiment que tu en aurais été capable ?» Un silence s'était passé entre nous. J'avais attendu la suite comme une évidence. « Rose, tu ne pouvais pas avoir une autre attitude que celle que tu as eue ce jour-là. Tu n'étais pas prête. Tu étais encore du côté des opprimés. Et tous les gens autour de toi, devenus des oppresseurs à l'égard de ces pauvres femmes, appartenaient au même camp que toi. Vois-tu, les opprimés, tant qu'ils sont dans cet état, ils n'ont qu'une alternative. Baisser la tête ou crier avec les loups. Pour que tu puisses t'opposer ce jour-là, il aurait fallu que tu aies commencé à sortir de cet état. Et crois-moi, pour cela, le courage ne suffit pas. Il faut bien davantage. Il faut penser et agir de telle façon que l'oppresseur n'existe plus, que le couple opprimé-oppresseur disparaisse de ta propre logique. Il avait posé sa main sur mon bras, repris sur un ton calme. Dis-toi bien que si, ne serait-ce qu'une fois, une seule fois, tu te trouves en position d'oppresseur, alors que tu le veuilles ou non, tu continues d'être l'opprimé d'un autre. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des envies? Oui. Juste une petite question concernant le prénom de Rose, le choix. Est-ce que vous avez prononcé le verbe éclore ou le verbe s'ouvrir? Est-ce qu'il y a un rapport avec la rose? C'est pas mal. Le choix du prénom de Rose, c'est tout simple. C'est le prénom de ma grand-mère maternelle. Elle s'appelait Rosemary. D'ailleurs, dans le livre, c'est Rosemary. Farida l'appelle Rose, mais son mari continue à l'appeler Rosemary. Parce qu'en fait, la figure réelle, au départ, à l'origine de ce livre, c'est Rosemary, qui ressemble en partie à Rose. Mais ensuite, je l'ai abandonné en chemin pour en faire un personnage de fiction. C'est-à-dire elle a un peu le même démarrage à l'origine en Corse. Un peu beaucoup même. Oui. Ah bon, d'accord, oui. Alors, il existe depuis 11 ans, 12 ans, c'est sa 12e année. Moi, je l'ai quitté quand je suis parti en retraite en 2020. Et il existe depuis 2014. En fait, c'est un fonctionnement qui a à l'origine des grands frères, ce qu'on a appelé. C'est-à-dire il y a des structures qui ont été créées dans les années 90-2000 en France, qui ont toujours été créées par des enseignants ou des équipes d'enseignants, c'est-à-dire du bas vers le haut. Moi, je crois à ça, et pas l'inverse. C'est-à-dire que quand ça vient des décisions ministérielles, pour moi, le 3/4 du temps, ça ne marche pas. Donc, quel est le fonctionnement ? En fait, on s'était donné comme... on a travaillé 1 an dessus avant de l'ouvrir. On a réussi à convaincre l'Éducation nationale de nous laisser travailler 1 an. On s'est donné comme objectif de rescolariser des jeunes qui s'étaient déscolarisés. Entre 18 et 25 ans, on les accueille, mais parfois ils se sont déscolarisés depuis l'âge de 15 ans, 16 ans. En fait, vous avez un certain nombre de jeunes en France qui choisissent de partir de l'école
parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ne supportent plus le système, parce qu'ils ont aussi des problèmes psychologiques, parce qu'ils ont des problèmes sociaux qui s'ajoutent, et donc ils quittent l'école. Moi, j'ai appris, en faisant mon métier de CPE, avant d'ouvrir le lycée des possibles, à les laisser partir. Alors qu'en général, on cherche à les retenir. On cherche à les retenir en leur disant « t'es absent, t'es pas là, tu travailles pas », voilà. Et ça, on retient personne comme ça. Moi, je leur disais « tu peux partir, tu peux ouvrir cette large parenthèse. Par contre, je suis là si tu veux revenir. » Et je savais qu'on allait créer. Donc, ce système, ce dispositif, il a été créé pour ça, pour les réaccueillir. Mais bien sûr, avec un fonctionnement organisationnel et pédagogique complètement différent. Il y a une unité de lieu, c'est-à-dire, on est arrivé à avoir, ils ont toujours 3 salles, des salles qui ne sont pas simplement des salles d'enseignement, mais qui sont aussi des salles d'accueil. Par exemple, dans l'emploi du temps d'un jeune du lycée des possibles, le matin, de 8 à 9, il peut arriver quand il veut, prendre son petit déjeuner, il y a tout ce qu'il faut. On a un budget, ils ont un budget, je dis encore on, ils ont un budget. Et donc, on a toujours remarqué que la première heure était difficile. Donc, ils peuvent arriver en retard, prendre les cours en retard. Ils seront toujours accueillis, jamais rejetés. Par contre, on en discutera, parce qu'ils ont tous un tuteur qui les suit, chacun un tuteur. Donc il y a cette unité de lieu déjà, c'est leur lieu, ils peuvent se l'approprier, en faire ce qu'ils veulent. Il y avait un mur d'expression, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent dessus, bien sûr, dans le respect de chacun. Ensuite, il y a une unité pédagogique, c'est-à-dire que les enseignants travaillent ensemble, collectivement, ce qui arrive très peu chez les enseignants. Ils ont l'habitude de fonctionnement individuel et de ne se croiser qu'à des moments particuliers, le conseil de classe ou quand il y a des problèmes. Non, là, tout est anticipé. Donc on a, par exemple, moi j'animais les réunions collectives de chaque semaine, et c'est pas facile, hein. On n'était pas d'accord, hein. Il y a eu des heurts, hein, il y a eu des... Voilà. Donc il y a cette unité aussi. Et puis, il y a aussi une façon d'aborder... parce que quand on prépare le bac, donc il y a une notation. Mais la notation, elle est évolutive. Et donc, ça veut dire qu'on a un regard sur l'évaluation différente. Voilà. Et depuis 3 ans, après mon départ, ils ont aujourd'hui une chercheuse qui travaille avec eux sur le travail collectif avec les élèves. C'est-à-dire qu'en plus de la réunion entre les enseignants, il y a une réunion collective chaque semaine avec les élèves, où tout est mis à plat sur le fonctionnement de la structure, ce qu'on enseigne, comment on transmet, qu'est-ce qui ne va pas, voilà. Donc ça fait un corps. Ça fait un corps, là encore, ça fait un corps. C'est ça, encore des histoires de corps. Oui. Voilà comment ça fonctionne. Marie. Alors, j'ai pas lu L'œil de la perdrix, chose que je vais m'empresser de faire parce que j'ai acheté le livre un peu. Mais moi, j'avais lu De notre monde emporté. Et on voit un peu dans le diaporama de quel monde il est question. C'est-à-dire, on voit un moment la bourse du travail, les chantiers navals, donc c'est l'histoire des chantiers navals de la Seine qui ferment. Et moi, ce qui m'a plu dans De notre monde emporté, dans le titre, c'est notre. C'est-à-dire, quel est ce nôtre? C'est le nôtre qui est aussi dans l'œil de la perdrix. C'est ce monde des villes minuscules dont vous parliez, mais qui est méprisé aujourd'hui, qui est, voilà, des licenciements, il y en a tous les jours. Et donc, c'est vrai que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi? C'est ça l'objet du livre. Et ce qui m'a ému aussi, c'est que Robert Guédiguian vous a fait une phrase merveilleuse. Il a dit « Ce livre est très beau. J'ai revécu les moments où je travaillais avec mon père sur les quais à Marseille. » Moi, ce qui m'a plu dans ce que vous disiez, c'est cette affaire d'ergonomie, quoi. Parce que c'est incroyable, l'ergonomie. C'est quand même une science, enfin, quelque chose qui sert à
tuer. Enfin, moi, je le vois comme ça. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, c'est l'expérience que vous disiez, que finalement, on vous demandait d'adapter les hommes au travail. Les hommes au travail. Et ça, moi, je n'ai pas lu l'autre, mais celui-là, je le recommande particulièrement. Merci. Et je crois qu'il est aussi à vendre, peut-être à l'entrée, je ne sais pas. Non, il n'y est pas. Bon, on a de bonnes librairies. Mais si, il est en poche. Il est en poche. Ouais, et dans le nôtre, il je est en rebondis. poche. Vous le trouvez peut-être. Si, vous le trouvez encore. Oui. Ouais, original. Je rebondis sur le nôtre. Le nôtre, c'est aussi tout ce que vous racontez, Christian, sur cette histoire. Si on oublie d'où on vient, si on oublie notre histoire, si justement les perdants sont ceux qu'on a effacés de la mémoire. Et ce nôtre-là, il renvoie peut-être aussi à ce corps dont on fait partie. Oui. En ce qui me concerne, bon, je l'ai dit, je suis issu d'une famille ouvrière. Et même si j'ai voulu en sortir assez rapidement parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas choisi d'être là et que je voulais participer au choix de ma vie. C'était un minimum, quoi. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais en tête d'écrire sur le travail. Ce travail-là, le travail industriel, sur la classe ouvrière. Parce qu'en fait, j'ai une dette envers ma famille, quelque part, et surtout envers mon père. Je me suis aperçu que je lui avais pas assez parlé, quoi. Voilà. Et quand il est parti, c'était trop tard. Il y a une phrase comme ça. Voilà. C'était trop tard et j'ai un père qui a été ouvrier, et qui avant a travaillé dans la marine marchande. Donc, en gros, dans les années 50, il a navigué pendant 7 ans. Il était mécanicien pour les messageries maritimes. Voilà. Donc, j'ai senti une dette vis-à-vis de ça et j'ai voulu mettre en scène ce que moi je connaissais. Parce qu'en fait, quand je croise des gens qui ont lu ça, qui ont lu ce livre, ils pensent que j'ai travaillé au chantier de la Seine-sur-Mer. Je n'ai jamais travaillé au chantier de la Seine-sur-Mer. Et quand je vois des gens qui écrivent parfois sur Internet, sur le livre, ils pensent tous que c'est autobiographique. Mais en fait, c'est non. Mais j'ai travaillé à l'Arsenal, j'ai écouté mon père, j'ai écouté mes oncles parler de l'univers et j'étais capable de le retranscrire sans rencontrer aucun ouvrier des chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Et donc, ce que je voulais, c'est parler de la classe ouvrière et de comment elle avait été renversée, alors qu'elle avait une force collective, alors que c'était une classe pour soi, selon le principe de Marx, c'est-à-dire organisée avec des codes, des rites, des manières de se nommer, des façons d'être, ce qui leur donnait une force incommensurable pour lutter. Et pourtant, ils ont perdu quand même. Parce que le tournant des années 70, avec la mondialisation, la désindustrialisation, les a emportés. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Je voulais parler de ça et la répercussion que ça a en France. Et la répercussion que ça a dans les choix politiques aujourd'hui. Et en même temps, je voulais dire qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle a participé à sa propre destruction aussi. Voilà. D'où la référence à la Fargue avec le droit à la paresse. C'était ça. Mais c'était mon intention, et puis l'amiante, bien sûr. Vous avez vu une photo, une très belle pierre, là on croit que c'était de l'amiante. Alors on va clôturer quand même ce rendez-vous, on ne peut pas rester des heures, même si vous allez pouvoir ensuite échanger en tête-à-tête avec l'auteur. J'aimerais lire un dernier petit extrait. On parle de force collective, mais aussi évidemment de force individuelle, comme Rose, comme Django Reinhardt. Alors Django Reinhardt, c'est le musicien dont vous avez entendu la musique sur le diaporama, ce musicien qui jouait avec 2 doigts en moins et qui a vécu dans le bidonville de Toulon
Alors, pas dans le bidonville. Hein. C'était pas au Mourillon Oui, au Morillon, mais il n'était pas au Morillon, le Il était bidonville. pas- Il était à La Rôde, c'est le Ah oui, quartier c'est à La à Rôde, côté. juste à côté. À côté. Alors, pas Il y a très le loin. quartier du Morillon et le quartier La Rôde. En tout cas, il fait partie de l'histoire de ce livre. Oui, c'est ça. Et attention, c'est pas le même. C'était pas le même quartier. Hein. C'est ça. Vous savez, à l'époque, bon, je fais une parenthèse, il y a ce qu'on appelle des bandes. Et la bande du Morillon s'affrontait C'est avec pas la celle bande de La Rôde. Non loin de là. En tous les cas, il jouait avec 2 doigts. Et ça a une répercussion dans le cheminement de pensée de Rose, qui se dit, mais si lui, qui sait pas lire la musique, qui a que 2 doigts, ou je sais pas combien il lui en restait, non, 2 doigts en moins, peut faire cette merveille-là, peut faire sortir des sons de sa guitare, alors moi aussi, je vais pouvoir aller au-delà de mon analphabétisme et apprendre à lire et à écrire. Et donc, elle a fait un cauchemar, je ne peux pas lire tout l'extrait, puis elle se réveille, et puis elle dit « Quelques jours plus tard, je rentre du village sur ce chemin qui m'a vu chuter. Mon œil désormais guéri, la gaze retirée. Je suis attirée par quelque chose qui scintille sur le bord, entre les feuilles et les racines, d'un brun rouge luisant, verni patiné d'une peau. Je reconnais un magnifique scarabée rhinocéros. Son corps robuste, ses mandibules broyeuses, ses antennes flexibles, sa corne retournée vers le ciel. Aussi large que mon pouce, long d'une bonne phalange. C'est la première fois que j'en vois un aussi beau spécimen. Je me penche doucement pour tenter de le capturer, ma main ouverte, le reste de mon corps pris dans la lenteur du mouvement, évitant tout geste brusque pour ne pas l'effrayer. À quelques centimètres de lui, je creuse ma paume pour l'accueillir à l'intérieur. Je ne doute plus un seul instant de pouvoir l'attraper, le cueillir comme une fleur. Et au moment où je la referme sur lui, il ouvre ses ailes et s'envole. Pied de nez à ma prétention. Je le regarde disparaître au-dessus des arbustes. Me revient le sourire que j'avais perdu les jours passés. Je sors un petit canif que je porte toujours sur moi. Je m'avance vers l'un des arbustes qui bordent le sentier. Entaille sa peau, comme on marque un jour d'une pierre blanche. Et dans l'insouciance qui s'enfuit déjà, je me fais à haute voix cette promesse irraisonnée. Voilà, maintenant, je serai scarabée. C'est beau, hein? Merci, on va entendre en même temps. Vous pouvez continuer à applaudir, mais on va entendre une chanson qui a un lien très fort avec Rose et Farida, qui s'appelle Mon petit coquelicot de Mouloudji. À bientôt. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose, mais pour aimer